Nous voilà le 19 juin, donc notre conseil municipal. Je souhaitais la bienvenue à Madame Runzer Nathalie qui remplace Jean-Pierre Blairon qui a démissionné. Enchanté. Je vous soumets le procès-verbal du précédent conseil municipal. Qui est contre, qui s'abstient. Monsieur, vous abstenez, monsieur Benat? Oh, pardon. Monsieur Benat. Je vais nommer un secrétaire de séance. Tiens, Jeannot. Toi qui... Mais tu n'as rien à noter, tu as juste à signer. Donc je vous rappelle bien sûr, afin de faciliter la prise de notes, quand vous prenez la parole, bien sûr de dire votre nom. Pour le reste, après, je vais vous énoncer la première délibération. Donc, la première délibération, je suis le rapporteur, modification des membres des commissions municipales suite à démission. Donc, comme je viens de vous le dire, Jean-Pierre Blairon a démissionné, Madame Runzer Nathalie intègre le conseil municipal, Monsieur Blairon siégeait à la commission de travaux. Donc, Madame Runzer va le remplacer. On va passer au vote. Deux options, à main levée ou bulletin caché. Bon, on peut facilement voter à main levée. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci à vous. La délibération numéro 2. Donc, c'est remplacement d'un délégué au sein du syndicat mixte forestier du département de Vaucluse, à la demande de Viviane Bécard, qui souhaitait démissionner de ce syndicat. Je me suis proposé à la remplacer. La commune siège à ce syndicat depuis très longtemps. Donc, on souhaite continuer à siéger à ce syndicat. Donc, voilà, je vous demande de prendre note de ceci. Et de voter afin que je remplace Madame Bécard et le suppléant c'est Monsieur Jean Espinoza, Jeannot Espinoza. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vais laisser la parole et la prochaine délibération, c'est Christelle Aubertin, définition du coût de la scolarité maternelle et élémentaire 2024-2025. Comme tous les ans, nous votons le coût de scolarité d'un élève de l'école élémentaire ainsi que de l'école maternelle. Ce coût de scolarité permet de conventionner avec les communes qui ont des dérogations avec nous, de pouvoir les facturer les enfants qui sont scolarisés chez nous. Donc cette année, le coût de scolarité pour un élève de maternelle s'élève à 675,26 € et pour un enfant en élémentaire à 419,85 €. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Une augmentation par rapport à l'année précédente? L'année précédente, en maternelle, c'était 723,79 et en élémentaire, 313,91. Comme c'est reporté au nombre d'enfants, ça dépend du nombre d'enfants scolarisés, du remplacement ou non, des arrêts maladie, voilà. Du coût de l'énergie aussi. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 4, renouvellement du projet éducatif de territoire, PEDT 2023-2026, et c'est Christelle Aubertin qui rapporte ceci. Donc le projet éducatif de territoire PEDT, il a fallu le renouveler parce qu'il n'est plus à jour. Nous avons gardé la structure et remis à jour ce qui avait été fait sous notre mandature. Ce PEDT permet surtout un soutien conséquent financier aux cabanes. Sur la base du plan mercredi, ils ont des apports financiers de la CAF grâce à ce PEDT. C'est pour ça que nous l'avons remis en place. Donc il est valable pour 3 ans, de 2023 jusqu'en 2026. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Oui. Sur la comité 2024-2027, et là c'est 2023-2026. Oui, c'est 2023-2026 qui est bon, c'est une coquille. Oui. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération 5, c'est la présentation du rapport d'analyse des besoins sociaux de la commune de Cadoros. Et c'est Christelle Aubertin qui va... Donc vous l'avez tous eu en pièce jointe, c'est le rapport d'analyse des besoins sociaux qui est obligatoire par mandature depuis 1995. Il n'avait jamais été réalisé sur la commune, nous en avons fait un l'année dernière et c'était juste pour vous présenter ces résultats. Je voulais juste préciser les entretiens. Il a été question d'entretien. Ces entretiens ont été faits avec des membres du CCS, avec des membres des associations caritatives de la commune, avec les directrices d'école et de la crèche. Elles ont été entendues en entretien pour permettre l'élaboration de cette analyse de besoins. Est-ce que vous avez des questions? Ça ne se vote pas, hein. C'est juste une prise d'acte de ceci. Pas de questions, on va passer à la délibération suivante. C'est la convention de mise à disposition pour un référent santé et accueil inclusif, crèche de Cadoros. Et c'est Christelle Aubertin qui rapporte ceci. Donc la fonction de référent de santé inclusif RSAI est obligatoire depuis le 30 août 2021. Ce référent santé est obligatoire, donc nous on est concernés pour la crèche. Il a été difficile de trouver un professionnel de santé intéressé parce que c'est 20 heures par an. En plus, ce sont des professionnels qui sont très ciblés. Donc c'est un médecin pédiatre avec le DU pédiatre, enfin jeune enfant, une auxiliaire, une puéricultrice, pardon, et une infirmière avec un DU spécifique à la petite enfance. Nous avons trouvé une infirmière puéricultrice qui travaille sur l'hôpital d'Avignon. Nous avons donc conventionné avec l'hôpital d'Avignon pour une mise à disposition de cette infirmière à hauteur de 20 heures ou plus. On pourra étendre les horaires s'il y a besoin de plus par an. Voilà, donc elle sera là pour aider les équipes, les enfants et les parents. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jean-Michel. Oui, Michel. Et concernant le médecin? Le médecin, alors aujourd'hui nous avons Jean-Michel qui est référent à la crèche, mais il n'a pas le temps de s'en occuper, il part à la retraite dans pas longtemps. Du coup nous avons cherché on a trouvé une puéricultrice qui était intéressée, qui n'habite pas très loin. Mais on est toujours à la recherche de médecin. C'est pas l'obligation en fait, c'est ou un médecin ou une puéricultrice, voilà. Y a-t-il une autre question? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération 7, convention de partenariat avec l'association INCITE pour l'accueil de 2 services civiques. Et le rapporteur, c'est Christelle Aubertin. Donc nous avons ambitionné de prendre 2 services civiques et pour cela, nous avons décidé de conventionner avec l'association INCITE qui gère toute la partie administrative qui fait passer des pré-entretiens aux jeunes. Et nous avons essayé l'année dernière, nous avons eu 2 jeunes l'année dernière, mais ça avait été conventionné avec l'association des jardins parce que nous avions un conventionnement qui est propre à la mairie, qu'on avait fait en 2021. Et quand on a un conventionnement pour les services civiques, nous ne pouvons pas conventionner avec l'association. Ça fait doublon, ça ne matche pas. Là, notre conventionnement est caduc, puisqu'il a plus de 3 ans, donc nous conventionnons avec INCITE pour pouvoir accueillir ces 2 jeunes en service civique. Oui. Ils vont être placés comme l'année dernière, un peu à l'école. Ils seront placés comme l'année dernière à l'école et sur des projets écologiques et développement durable aussi. Ils seront au nombre de 2. Au nombre de 2, normalement, oui. Et INCITE est en phase de recrutement. Ils ont eu 3... On a fait passer un entretien, ça n'a pas fonctionné, et là, ils ont... Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération 8. Convention de partenariat avec l'association Les Papillons. Je laisse la parole à Christelle Aubertin. Donc l'association Les Papillons est une association qui s'adresse aux enfants victimes de violences et de maltraitance,
qui fonctionne avec une mise à disposition de boîtes aux lettres dans des lieux où se trouvent les enfants. Nous avons pensé à la mettre à l'école, c'est là où il y a le plus d'enfants. Cette association forme une personne qui va expliquer pourquoi cette boîte aux lettres est là. Et nous avons juste, nous, à relever la boîte aux lettres 2 fois par semaine. Alors c'est quelqu'un qui sera extérieur et qui ne connaît pas les enfants de l'école et qui n'a rien à voir avec l'école, qui relèvera la boîte aux lettres et qui scannera tout ce qu'il y aura dans la boîte aux lettres à l'association où il y a des psychologues formés pour gérer ce genre de dessin et de réponse. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît important. Si ça peut aider, ne serait-ce qu'un enfant, ben, c'est tout gagné. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jean-Bernard. Oui. Comment ça se fait que c'est une association de DPO, du Société de Perpignan? Il y en a pas ici. Elle est nationale, c'est une nationale. Le siège est là-bas, mais c'est national, ils interviennent dans toute la France. Elle a dû être créée là-bas et puis maintenant elle excelle sur toute la France. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Michel. Comment on peut être sûr que la personne qui va relever les boîtes aux lettres, elle est toute seule? Est-ce qu'elle sera accompagnée d'un élu ou est-ce que... Comment ça se passe? Alors c'est ou un agent ou un élu. Voilà, ce ne sera pas moi parce que j'ai en charge l'enfance et la jeunesse. Donc mais c'est une personne assermentée Non, il ne faut pas d'assermentation particulière, c'est juste quelqu'un, il faut bien choisir quelqu'un de discret qui sait tenir sa langue et qui n'a rien à voir avec l'école. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Nous allons passer à la délibération numéro 9, subvention exceptionnelle, les cabanes. Et je me tourne vers M. Martin. Donc les subventions exceptionnelles pour l'association des cabanes. Pour rappel, l'association des cabanes à Caderousse accueille les enfants de 3 à 12 ans en extrascolaire pour les petites et grandes vacances, aussi les mercredis. L'association fait face à des problèmes, on va dire, des augmentations fortes au niveau des charges financières. Elle nous a sollicité pour pouvoir l'accompagner et continuer à pouvoir offrir ce service aux enfants de Caderousse. Pour cela, il y a un versement qui va être effectué, lequel on demande, pour continuer d'encadrer ces enfants, pour l'achat du matériel aussi, exactement, pour les rémunérations aussi des intervenants. Et pour cela, nous proposons un versement d'une subvention exceptionnelle de 15 000 € au profit de l'association des cabanes. Avez-il des questions? Oui. Pour demander cette subvention, elle présente un dossier, cette association, un dossier où on a eu les comptes, donc bien évidemment on s'aperçoit que, comme tout, les aides qu'ils perçoivent depuis plusieurs années diminuent au fur et à mesure. Le soutien, notamment peut-être de la CAF et d'autres organismes, diminue fortement. Il faut savoir aussi que quand il y a quand même pas mal d'enfants qui bénéficient de cela, c'est un service important pour la commune et pour les parents et pour les enfants aussi qui y sont. Donc ils font beaucoup d'efforts aussi pour pouvoir trouver des solutions pour essayer de relever cela. Ils sont confrontés un peu comme toute association et surtout dans ce cadre-là à d'énormes difficultés. Donc nous les soutenons. Les soutiens et de plus, il y a des engagements aussi. Il y a un désengagement en partie de la CAF et puis comme tu disais, l'augmentation aussi du coût de la vie, tout le monde le subit. Que ce soit pour louer un véhicule, pour se déplacer avec les enfants. C'est eux qui payent leur propre personnel. Et oui, c'est une association, donc c'est eux qui payent leur personnel, plus leur intervenant extérieur. La situation n'est pas catastrophique, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, même les associations sont touchées. Et encore, ils n'ont pas de loyer à payer ni de charges énergétiques, mais c'est très compliqué pour eux. Donc on les a rencontrés avec leur commissaire aux comptes. Il y a une gestion saine.
il y a ce besoin parce qu'il y a une régularisation aussi de la CAF sur l'exercice précédent. Donc il manquait une certaine somme, et puis là, pour les aider, on arrive à un total de 15 000 € pour cet exercice comptable. Vous avez une question, monsieur Madame? Oui. Et quel était le montant qui leur avait été alloué dans le budget primitif quand vous avez fait l'association? C'est pas le budget primitif, ça rentre dans le budget des associations. Ça, c'est le budget des associations. Donc là, en fait, dans les 15 000 €, il y a un rattrapage, monsieur le maire, sur les 7 000 € de l'année précédente, parce qu'auparavant, la mairie récoltait la CAF, et après, la CAF était versée directement à l'association. L'année dernière, il y a eu ce changement. Le tout, c'est qu'on a avancé une somme, et les résultats, pour avoir les comptes exacts, sont arrivés en fin d'année. On s'est aperçu qu'il manquait 7 000 €. Donc du coup, nous avons fait la régularisation, et par-dessus, nous avons ajouté les 15 000 €. Quel était le montant alors? On était à 37 000 €. La subvention annuelle pour l'association, madame J'en ai de 67, pas 67, sur la 67. Vous l'avez dans le détail des subventions données aux associations. Il y a 3 accords qui sont versés à l'association, et donc là, ça vient se rajouter à la somme. C'est 67 000 €. Il y a 37 plus 30 000 qui sont versés. Ce sont plusieurs fois. Ça fait une somme pour pouvoir bénéficier de ce service. Bien sûr. Voilà, après, c'est le gamin. Non, mais- Il faut qu'il mange, Il faut se rendre compte que leur tarif ne peut pas augmenter. Là, ils ont pris, Donc là, ils ont pris la décision d'augmenter les tarifs auprès des parents aussi, parce que bon, c'est là où ils nous ont vraiment montré qu'ils avaient vraiment la volonté de faire participer tout le monde à cette nouvelle génération, nouvelle valorisation économique pour ce genre d'association. Et il faut absolument qu'on les soutienne. Hein. C'est plus de 60 enfants en période de vacances scolaires. Voilà. Pas trop augmenter non plus. C'est raisonnable ce qu'ils ont fait pour. Et bien sûr, ils reçoivent aussi des enfants, et les tarifs sont par rapport au quotient familial. Donc ça aide toutes les familles du Il y a village. plusieurs techniques, je crois. Ah, c'est ça, en fonction des quotients. Ouais. Et puis après aussi. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, c'est la délibération 10, c'est Romain Spinoza, subvention exceptionnelle à l'association ROC 84. Il y a quelques temps, il y a peu moins d'un mois, on a reçu le ROC 84 qui nous a sollicité pour les soutenir, mais surtout pour soutenir une cadre ciel. Je pense que vous la connaissez certainement, Laurence Cambrera, qui va participer dans le cadre des Jeux Olympiques au Marathon pour tous, qui aura lieu juste après le Grand Marathon de Paris. Et vous vous doutez bien, il y a des coûts qui sont conséquents pour aller participer à ce marathon, ne serait-ce que pour se coucher et aller sur place là-haut. Là, on a demandé un budget prévisionnel qui est de 1 465 €, et aujourd'hui, je vous demande d'approuver une subvention exceptionnelle donc pour le ROC 84 qui servira à Mme Cambrera pour pouvoir participer à ce marathon pour tous de 400 €. Est-ce que vous avez des questions? Je rajouterai, Romain, qu'elle a été sélectionnée, son dossard a été sélectionné, et ils sont 2 pour le Vaucluse à avoir été sélectionnés. Y a-t-il d'autres questions? Je suis remarqué au ROC 84, ils étaient la course des 3C. Oui, c'était le club le plus représenté de la course des 3C, ils ont eu un long pourcentage, je crois que c'était pas loin de 54 sur la course des 3C. Nathalie, j'avais une question. Est-ce que Orange participe aussi Du coup, il va y avoir la prise en charge du reste, parce que le budget prévisionnel est en 2465. Comme le club est à Orange. Bien sûr. Bien sûr. Avez-vous d'autres questions? Non? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération 11, demande de subvention au titre du Fonds vert pour les travaux de réhabilitation et de rénovation thermique d'un bien situé rue Pasteur. Monsieur Martin. Donc nous faisons une demande auprès du Fonds vert, dans ce dispositif de l'État, pour rénover
cette habitation qui comporte 2 appartements, une maison d'environ 120 mètres carrés, pour rénover car les logements étaient très mauvais état. Et pour cela, nous demandons une participation et une subvention auprès du Fonds vert. L'objectif est bien sûr de pouvoir gagner en isolation et en énergie. Il faut savoir que nous avons estimé, pas nous directement, mais les services de ce lien pour les travaux, estimé à peu près à 63% de gains gagnés pour une économie d'énergie, notamment pour le rez-de-chaussée, et 42% pour l'étage. Le montant de l'opération s'élève à 57 647 € hors taxe, soit 68 636 € TTC. Vous retrouvez le tableau concernant le logement 1, il correspond à peu près à 36 508 € hors taxe, et le logement 2, 21 137 €. Pour les recettes, nous faisons la demande auprès du Fonds vert pour 60%. Donc ça représente 34 587 €, et le reste à charge de la commune serait de 23 058 €. Cela permettrait d'avoir des logements décents et qui correspondent à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire pouvoir loger des personnes dans des endroits respectueux. Donc je vous demande de bien vouloir approuver le plan de financement tel qu'il était présenté juste sur le tableau. Avez-vous des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Nous allons passer à la délibération suivante. C'est la délibération 12. C'est Madame Bécard qui rapporte. C'est le contrat de bail entre la commune de Caderousse et Cellnex pour l'installation et l'exploitation d'équipements techniques, communication électronique et audiovisuel. Viviane. Donc, il s'agit de proposer à la société Cellnex qui installe des antennes téléphoniques et qui les loue à des opérateurs téléphoniques mobiles, de lui louer une parcelle appartenant à la commune qui est située pas très loin du TGV, qui correspondait à un trou dans le maillage du réseau à Caderousse. Ça représente pour la commune une redevance de 9 000 € par an sur un bail qui est signé pour 12 ans. Et avec possibilité de 2 000 € de plus si un opérateur se rajoute sur cette antenne. Donc je vous propose d'approuver les conditions de ce projet de bail entre la commune de Caderousse et la société Cellnex France. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Il y a déjà une antenne, un peu le même style au niveau du pélo. Pourquoi en mettre une deuxième? Alors, ce qui se passe, c'est que l'objectif de ces sociétés-là, c'est d'installer des antennes proches de la ligne TGV. Il y en a même une autre qui a été installée depuis, c'est derrière l'instant convivial, il y en a une autre qui a été installée. Et l'objectif, c'est, afin de mailler tout ce territoire, surtout la ligne TGV, ils souhaitent développer des antennes le long de la ligne TGV. On est un peu en dehors de cette antenne-là que tu dis au Pélory. Celle du Pélory, c'était pour sortir les antennes relais que nous avions dans la commune, pour les sortir de la commune. C'est pareil, c'est les opérateurs qui se mettent dessus aussi. Tout à fait, mais là ils ciblent vraiment surtout la ligne TGV et les alentours du... Mais ce sera les mêmes opérateurs qui vont se brancher d'un côté, de l'autre? Alors, sur Cellnex, c'est une filiale de Bouygues, donc il y aura Bouygues. Et après, comme disait Viviane, s'il y a d'autres opérateurs, il y aura des loyers supplémentaires. Ils ont obligation de faire des antennes en laissant la place à des opérateurs pour qu'il y ait une multiplication d'antennes, même s'il y a une multiplication d'antennes. Mais c'est vraiment... Les opérateurs ne vont pas payer 2 fois le même loyer. Donc à un moment donné, il y a une antenne qui va plus servir. Non, parce qu'il y a des conventions... C'est une histoire de maillage. En fait, ils ont jugé qu'il fallait en placer une là pour pouvoir alimenter pour améliorer. en début. Je crois que j'avais vu le site, c'est se raccorder, c'est genre 3 000 € tout comme ça, non?
9 000. Un loyer annuel pour la commune de 9 000 €, et si un opérateur supplémentaire, c'est 2 000 € de plus. Voilà. Jean-Bernard, j'ai une question par contre. Donc, ce sont des zones comme Ambry, des zones en Z. Et donc, on a bien la parcelle 40. Comment on accède à la 42? D'abord, il n'y a pas de droit de passage sur cette parcelle. Hein. Il y a un chemin de l'autre côté qui doit venir de la route d'Émian, ou sinon il y a une parcelle, il y a des parcelles de chaque côté. C'est peut-être le même propriétaire aussi des autres parcelles. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de droit de passage parce que c'est un vieux bois, il n'y a personne qui passe par là. C'est tout un friche, je suis allé voir. Oui. Donc, par contre, le plan, l'antenne va faire quand même 30 km de haut. Oui, parce qu'il y a la ligne TGV qui est juste à côté, et on a déjà au moins une bonne quinzaine ou 20 mètres de hauteur là. Hein. Et oui, ça va être au-dessus. Et l'intégration dans l'environnement, comment ils la font? Comme les autres qui ont été montés sur notre territoire. Il faudrait peut-être demander qu'ils fassent la même intégration que celle qui est à l'antenne lorsque vous allez votre boulot qui se trouve à la Ils ne souhaitent pas. Ouais. Alors ils ne souhaitent pas, je leur ai posé la question, parce que ça ne tient pas. C'est en plastique, de plus c'est en plastique, et ça ne tient pas avec le temps, ça a été fait là, mais c'est pas leur souhait, ils n'utilisent pas cette technique. Parce qu'il y en a une sur la route de Sérignan. Oui. Et celle-ci. Oui, route du Crax, oui, tout à fait. Et le voisinage, qu'est-ce qu'il en pense? Ils ont été constatés ou pas? D'une manière ou d'une autre, sur ce genre d'antenne, même le maire n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. N'importe quel particulier aujourd'hui peut installer une antenne sur son terrain. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit aux normes par rapport au PLU et les PPRI. Voilà. La fameuse antenne que je vous parlais à l'instant convivial, qui a été installée chez un particulier, il était dans les clous au niveau du PLU et du PPRI. Je n'ai pas pu m'opposer à ceci. Après, qui peut s'opposer? Les ABF, hein, à la rigueur, ou alors après, tout ce qui est réglementation PPRI et PLU, c'est tout. Donc, l'opportunité d'avoir, quand j'ai su qu'ils cherchaient un emplacement, j'ai souhaité le positionner sur un terrain de la commune, parce que le loyer est quand même intéressant. Parce qu'un voisin, la fameuse parcelle que vous parliez tout à l'heure, aurait pu dire, moi monsieur, je la mets sur mon terrain, alors même loyer et même avantage ou même inconvénient, et on n'aurait pu rien faire. Là aujourd'hui, elle se positionne sur un terrain municipal, au moins nous allons avoir cette recette supplémentaire. Et sachez qu'aujourd'hui, on recherche des recettes. Ça vous fait de l'ordre de 22 € par jour, grossièrement sur 365 jours à peu près. Je n'ai pas fait la division, monsieur. Moi, ce que je vois, c'est le budget annuel, le 9 000, et peut-être la possibilité d'avoir 2 000. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat, Madame Ronzer et Madame Hénard. On va passer à la délibération suivante. Je ne serai pas mis. Ah, c'est Madame Bécard, délibération 13, je l'ai pas vu, elle était tout en bas. Bilan triennal de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers en espaces urbanisés. Donc, il s'agit, depuis la loi de 2021 Climat et Résilience, d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols. Et pour cela, il faut avoir un point zéro afin de pouvoir calculer à partir de quoi on n'artificialise plus on n'artificialise plus de sol. Pour pouvoir atteindre cet horizon zéro artificialisation des sols, il y a un objectif de réduction de moitié. En fait, on regarde ce qui a été consommé dans les 10 dernières années et dans les 10 prochaines années, donc jusqu'en 2031, on en consomme moitié moins et sur la tranche suivante, au final, on atteindra le zéro artificialisation nette.
Afin de pouvoir nous aider à calculer ce point zéro, des données ont été diffusées sur ce qui a été consommé dans les 10 dernières années. Et on vous propose le rapport qui était fourni en annexe, qui vous montre la consommation de sol qui a été fait sur les 10 précédentes années à Caderousse, et donc une projection sur ce qui a le droit d'être consommé jusqu'en 2031. Donc cette délibération vise à approuver la présentation du rapport de la consommation de sol sur la période 2011-2021, de prendre acte de ces données et de reconnaître l'importance de renforcer les mesures de préservation et de valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers en cohérence avec les objectifs de cette loi climat et résilience. Très bien, y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération 14, avenant la convention financière entre le SEV et la commune de Caderousse concernant le déploiement des IRB. Donc c'est en 2021 nous avons signé une convention. Cette convention avec le syndicat d'énergie vauclusien, à la date du 15 mars 2021, relative aux engagements techniques, administratifs et financiers de chacune des parties, c'est-à-dire la commune et le SEV, pour la réalisation des études et travaux de la mise en œuvre de l'exploitation de l'opération de déploiement des infrastructures de recharge véhicules électriques. Il a été convenu un certain point que nous devons délibérer ce soir, c'est de rectifier une petite coquille qu'il y avait dans cette convention. Donc dans cet avenant, nous devons rectifier l'article 2 des modalités financières, alinéa 2.3.2, intitulé « Contribution aux charges d'exploitation par la collectivité ». Pour faire court, dans la convention, il était écrit des montants TTC, et c'était en fait des montants hors taxes. Voilà. Donc il faut juste rectifier par cet avenant. Voilà. Très bien. Et là, il y aura une régularisation? Non, je ne crois pas. Non, ils ne vont pas nous demander un rattrapage de quoi que ce soit. Non. On va passer au vote. Vous avez des questions? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, c'est la délibération 15. Je suis le rapporteur. Participation de la commune de Caderousse à la société publique locale Territoire Vaucluse. Donc la SPL Territoire Vaucluse est une société qui a été créée en 2014 avec la commune d'Ath Blovac-Carpentras. Je vais vous passer l'article d'urbanisme. L'objectif de cette société, c'est de soutenir les territoires en ingénierie, en études et aussi en investissement pour différents projets. Donc et on a souhaité rentrer dans le capital pour permettre à la commune d'avoir ces compétences que nous avons point hyper techniques et aussi d'avoir aussi des feuilles de route financières qui vont nous aider à élaborer de futurs projets dans le futur. Et ça permettra aussi à la commune d'engager rapidement ses projets et aussi siéger au sein du conseil d'administration de cette société. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, je suis le rapporteur, c'est adhésion à l'association des petites villes de France. Donc les petites villes de France, c'est une association nationale qui a été faite par différentes communes. C'est des communes qui ont la strate de 2500 à 25 000 habitants. Il y a environ 1200 adhérents au niveau national. Et nous souhaitons adhérer à cette association parce que pareil, ça crée encore des liens supplémentaires à la commune, avoir des informations sur les différents territoires, avoir aussi des interlocuteurs
privilégiés au sein de certaines administrations françaises qui ont déjà tissé des liens avec cette association. Pour votre information, la commune adhère depuis très très longtemps à l'association l'AMV, l'association des maires de Vaucluse, et ainsi, et depuis 3 ans maintenant, à l'association rurale, des mairies rurales. Donc c'est une adhésion supplémentaire qui va nous permettre d'avoir des contacts sur une autre strate de communes que ceux que nous avons en ce moment. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc on a fini les délibérations du Conseil. J'ai reçu des questions de Ghislaine, Madame Hénard, et de Monsieur Benin. Donc je vais commencer, tout bien tout honneur, Madame Hénard, Ghislaine. Donc je lis les questions. Oui, ouais. Dans la tribune de la revue municipale d'avril 2024, j'ai évoqué la fermeture de la station-service de notre village. À ce jour, nombreuses personnes s'interrogent sur plusieurs points à savoir. Malgré le caractère privatif du commerce de service, ce point de livraison de carburant sera-t-il repris ou disparaîtra-t-il? Le deuxième point, que deviendra ce bâtiment dans le projet d'aménagement du nouveau giratoire prévu? Le troisième point, la parcelle sur laquelle la station a été édifiée pourrait-elle faire l'objet d'une intention d'aliéner? Voilà, ça c'était tes questions. Au risque de répéter ce que j'ai pu dire lors du précédent conseil municipal le 28 mars, comme tu soulignes, ce commerce de service est privé et exerce sur une parcelle appartenant à plusieurs personnes privées. Aussi, il m'est aujourd'hui très difficile de parler au nom de ces gens-là ou de donner des précisions sur leurs intentions. Sachez simplement que j'ai rencontré ces propriétaires pour échanger avec eux et à ce jour, ils n'ont pas encore décidé ce qu'ils feraient de cette parcelle. J'ai cru comprendre qu'ils aimeraient pouvoir trouver un repreneur et que l'activité de la station puisse perdurer dans le village. Ça, c'est ce qu'ils me disent quand je les ai rencontrés il y a environ 1 mois et demi maintenant. Je leur ai assuré de mon soutien, du soutien de la commune pour les accompagner dans leurs recherches et leurs démarches s'ils souhaitaient. Pour votre information, j'ai été contacté par une personne qui voulait avoir des renseignements sur la station. J'ai appelé le précédent gérant pour lui demander si j'avais le droit de lui donner son numéro de téléphone quand même. Après, je ne sais pas s'ils se sont appelés, mais voilà. Donc nous, notre objectif, s'il y a quelqu'un qui veut reprendre la station-service, bien sûr, on l'aidera. On l'aidera maintenant. C'est du domaine privé. On est une situation statu quo, on ne peut rien faire, on attend. Ça, moi, ceci, je ne m'en mêle pas. Aujourd'hui, c'est un terrain où il y a une station-service. Il est vrai que si demain, les propriétaires souhaitent faire autre chose, on rentrera dans d'autres dossiers. Donc, voilà pour une partie de ma réponse. Aujourd'hui, on n'a pas la confirmation des propriétaires qui veulent vraiment céder leur parcelle. Nous n'avons pas de projet d'aménagement de giratoire complètement abouti, d'autre part, donc nous pourrions nous positionner, pourquoi pas. Parce que concernant l'aménagement du giratoire, rien n'est encore fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des discussions entre le département, parce qu'on est sur du routier. Il y a aussi des discussions avec les services de la POP, la CCPRO, et il y a aussi les ABF, les Bâtiments de France, parce que nous avons la digue à proximité. Donc voilà où nous en sommes au niveau de ce giratoire. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Ouais. Maintenant, j'ai des questions de M. Benin. Vous les posez ou je les pose? Allez-y. La question numéro 1. Rond-point Porte-les Roches, que devient le tranche conditionnel des travaux si elles ne se font pas, que devient la somme restante prévue dans le budget?
Alors, bon, les travaux de la route d'Orange, comme je viens de le dire, sont conduits par l'intercommunalité, qui est maître d'ouvrage. Comme vous le savez, une tranche de travaux a été fléchée, et dans la mesure où d'importants échanges devraient avoir lieu entre les services de la POP, du département, de la commune et des ABF, aujourd'hui, l'aménagement a été, pour le moment, est en réflexion. Après, en ce qui concerne, en tout état de cause, si les travaux ne se font pas, les sommes prévues par l'intercommunalité resteront dans le budget de l'intercommunalité. Il n'y a pas de réserve prévue à ce niveau-là et seront dédiées à d'autres travaux sur le territoire de la POP, pas forcément sur Caderousse. D'accord. Question numéro 2. Travaux de route d'Orange. À ce jour et à la suite des travaux, une insécurité a été créée côté droit direction Orange. Il n'y a rien qui peut protéger les automobilistes et les deux roues de tomber dans le fossé qui est suffisamment profond. Donc, avant les travaux, on avait quand même un trottoir. Vous avez fini de poser votre question? Oui. D'accord. Donc, je vais y répondre. Déjà, je pense que vous avez écrit votre question avant qu'il y ait le tracé au sol. Parce que, comme vous avez pu voir, maintenant, il y a une zone de sécurité routière qui a été faite. C'est une bande une bande continue de 50 cm. Hein? Donc, voilà ce qui a été fait pour ceci. À côté de ça, sauf erreur de ma part, je ne vois pas quelle insécurité vous parlez réellement, dans le sens où il y a toujours eu ceci. De plus, on a mis 50 cm une ligne continue. Après, un accident peut arriver, vous avez raison. On a comblé à certains endroits de 3 cm et à d'autres 5. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un danger, mais il y a des risques comme partout. Disons qu'avant, vous aviez quand même, je dirais, entre 25 et 30 cm de bordure qui pouvaient protéger et renvoyer vers la chaussée. Aujourd'hui, vous y allez, c'est directement dedans. Et les poteaux... Alors, j'ai répondu à votre question, mais la bordure existe toujours. C'est la bordure en pierrerie, qui est toujours au début du fossé. On n'a pas enlevé de bordure. Il n'y a eu aucune bordure d'enlever, c'est qu'il y a eu, à certains endroits, on a comblé avec du goudron, ou pour sécuriser les piétons, on a fait des plateaux traversants. Mais là où vous avez pu voir, là où on a fait les plateaux traversants, on a rajouté des pierres pour être à une hauteur supérieure de ce que c'était précédemment. Donc, je pense que ma réponse est claire. Hein. Question numéro 3. Les plateaux sont-ils à la hauteur réglementaire? Oui. Et de combien? 10. Ils sont, j'ai répondu à votre question, ils sont à hauteur réglementaire, M. Benin. Allez, oui. Donc, question 4. Donc, c'est Gisèle qui a posé la question. Donc, avez-vous le retour du propriétaire de la station? Voilà, on a dessus. 5. Là, je vais vous lire donc, un courrier qui m'a été envoyé par la POP, par le président, donc, concernant la voie cyclable de la route des Biens. Donc, lorsque j'ai rencontré... Donc, juste une chose, M. Benin. Il n'y a pas de voie cyclable au route des Biens. Il n'y a aucune piste cyclable. Il n'y a rien. Je suis pas sûr. Il y a rien. Il y a juste des flèches de direction. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas ni de piste cyclable. Je vous sortirai l'article qui est apparu sur le journal, sur lequel il y a marqué voie cyclable, piste cyclable. Je vous le sortirai. Pas de souci. Non, sur le journal, je ne veux pas mettre en cause ce qu'a écrit le journaliste, mais il y a, vous faites référence à une réunion publique qui a eu lieu à Caderousse, dont vous étiez là, et où on a parlé de différents projets en termes du schéma directeur cyclable. Et il n'y a jamais eu, au grand jamais, la position définitive d'une voie, d'une piste cyclable en route des Mians. Ça faisait partie des trajets possibles. Bon, monsieur le maire, je vais continuer si vous permettez. Allez-y, monsieur Benin. Donc, lorsque j'ai rencontré ce courrier, lorsque monsieur le président de la communauté de communes a rencontré M. Bedano suite à cette question-là, donc je lui ai remis donc, la pétition. Donc, au sujet... Je pensais que c'était M. Pagano qui avait remis la pétition. Oui, c'est M. Pagano, je lui ai donné la pétition à M. Pagano qui lui l'a remise. D'accord.
Donc, comme je l'ai indiqué, le Pays d'Orange en provenance travaille actuellement en élaboration d'un schéma directeur du voie cyclable sur l'ensemble de son territoire. Pour ce faire, il s'est attaché des services d'un bureau d'études qui, lui, a présenté de nombreuses hypothèses de travail. Bon. Pour Caderousse, ce bureau d'études a proposé plusieurs itinéraires dont le passage par la route des Mers. Mais compte tenu de la configuration de la voie, nous privilégions plutôt le passage par la route départementale, avec un aménagement sécurisé. Les services du département étudient actuellement cette option. Pour l'heure, l'itinéraire cyclable ne passe donc pas par la route des Biens, et je vous remercie de bien vouloir en informer donc les différents pétitionnaires. En tout état de cause, le Pays d'Orange n'intervient pas sans l'accord du maire de Caderousse. Je reste à votre disposition, donc... Ben, très bien, je l'ai le courrier. D'une manière ou d'une autre, on parle de la même chose. C'est très clair. Oui, mais bon, eux, ils ont pris l'initiative quand même de ne pas passer parce que c'est trop dangereux. Mais monsieur Lenard, vous étiez point là quand on m'a remis la pétition, mais je dis la même chose. J'étais pas là quand on vous a... Vous étiez là ou pas? Oui, vous étiez là. Ah, vous étiez là, oui. Non seulement j'étais là, mais vous l'êtes engagé. Oui, mais aujourd'hui, monsieur Lenard, il n'y a pas de... Le fait de mettre à 50 morts du route... Monsieur Lenard, finissons dans votre question, parce que de l'herbe, oui, il y en a de l'herbe. Oui, je sais bien. Voilà. On va rester sur le sujet de sécurité routière. Hein. Restons sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de sens unique de cette voie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ces panneaux ont été installés en 2021, les premiers panneaux. Les premiers panneaux ont été installés en 2021. C'est des panneaux directionnels. Et je vous dirai, ces panneaux ont été renouvelés et à la demande du département pour faire une liaison sud via Vénitia, via Ronin. En entendant que nous, notre territoire, nous fassions ce schéma directeur, et par rapport à ce schéma directeur et les conclusions de ce schéma directeur, on travaillera sur des projets d'aménagement. Aujourd'hui, ces panneaux sont là, ils resteront là parce que ça met en sécurité et ça oriente les cyclistes provisoirement, et je dis bien provisoirement, parce que regardez, ailleurs sur notre territoire, il y a des panneaux provisoires de la Via Ronin, sachant que ça fait bien 4 ans qu'elle est faite, et il y a encore des panneaux provisoires. Hein. Ça oui, ceux-là, il faut les enlever. Ceux-là, oui, parce qu'ils ne servent plus à rien. Mais ceux que nous avons entre Orange par les miens, c'est provisoire, ils seront enlevés, ça c'est sûr, parce qu'on ne va pas faire passer les cyclistes là sur une voie qui n'est pas adaptée, hein, et je vous le dis, et je vous redis ce que j'ai dit, et de plus, je suis en charge de la mobilité au niveau de l'intercommunalité, donc je peux vous dire c'est un dossier que je connais bien, donc il n'y a pas de souci, on y travaille, le schéma directeur est en cours, il sera présenté lors d'un prochain conseil communautaire, sûrement à l'automne, en septembre-octobre, et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de schéma de pistes cyclables à ce niveau-là. Est-ce que j'ai été clair? Oui, bon, donc, arrêt de bus contre le bus. Pourquoi le bus scolaire ne rentre pas dans l'insertion prévue à cet effet? Merci de faire mettre un panneau et un marquage au sol désignant l'arrêt et de faire respecter cet arrêt. Ça fait, c'est pas la première fois que je le dis. Le car s'arrête sur le RD17 et les voies se montent. Alors que l'insertion, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, je vous avais déjà répondu. Monsieur Benham, vous avez fini de poser votre question, je vous avais répondu déjà sur ce sujet-là. Je vous dirai que depuis qu'il y a les travaux, j'ai sollicité la région pour qu'ils installent un arrêt de bus là. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse à leur demande. Il y a eu une dernière réunion de chantier qui a été faite la semaine dernière. On a sollicité les services parce qu'on était en train d'installer les dernières signalétiques et les signalisations au sol. La région n'a pas répondu favorablement, hélas, pour le moment, à la signalétique au sol pour cet arrêt de bus. Voilà. Ce n'est pas acté à la région. Mais vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Il va bien falloir qu'on acte ceci. Soi-disant, ils ont d'autres projets. Je n'en vois pas d'autres sur cette voie, à moins qu'ils nous sortent quelque chose de particulier, mais j'en vois pas d'autres. Bien. Alors, question 7. Lotissement à la blanquette. Dans le cadre du schéma directeur d'assainissement du point 8, l'apport que nous avons dit, tout à l'entretien qu'on a vu avec eux, bien sûr,
qui devait se faire des travaux d'assainissement. Qu'en est-il pour la réalisation des travaux? Donc je pense que c'est l'assainissement pour les eaux. C'est parce qu'on a beaucoup d'eau parasite sur la commune et ça peut saturer la station d'épuration. Aujourd'hui, ce qui se passe, il y a un schéma directeur, vous avez dit le numéro 8. C'était le 7 ou le 8, je ne sais plus le Oui, non, mais si vous l'avez dit, c'est que vous le saviez, hein, sûrement, ou on vous l'a dit peut-être. Ce que je veux dire, c'est que ce schéma directeur, oui, il est prévu de faire des travaux, mais aujourd'hui, comme toute collectivité, en termes d'économie, c'est compliqué, hein, c'est des investissements assez lourds, même si ça rentre dans un budget annexe. Et aujourd'hui, c'est acté qu'il va falloir faire des travaux au niveau de la Blanquette pour enlever ces eaux parasites, mais je n'ai pas à ce jour un planning ou un rétro-planning. Question 8, c'est la réglementation sur les biodéchets. Vous en êtes la mise en place? Alors, c'est une compétence intercommunale. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier, la POP a mené une réflexion. Va passer lors du prochain conseil communautaire, c'est-à-dire le 25 juin, une délibération pour la mise à disposition à la population de composteurs individuels qui seront vendus au prix de 50 €. Maintenant, je ne peux pas m'avancer parce que c'est une délibération qui n'a pas été votée par le conseil communautaire, mais c'est en cours. Question 9. Travaux de l'Orange. Quand est-ce que le panneau île verte sera remis en place, comme vous vous êtes engagé? Mais je me suis engagé, je tiendrai mon engagement. Il y aura un panneau qui sera réinstallé, pas au même endroit, on va voir, pour pas que ça gêne la circulation, mais il y aura un panneau qui annoncera que Caderousse, c'est bienvenue à Caderousse, île verte. Il y aura un panneau. Vous ne mettez pas le même panneau? Il y aura un panneau. Il y aura un panneau. Il était très ancien. Vous pouvez voir celui qui est même au niveau du stade, il est encore bien plus ancien. Donc on va réactualiser aussi ces panneaux-là, mais on va garder cette image d'île verte Caderousse, oui. Bien, question 10, rond-point du cimetière. Donc il y a une mauvaise visibilité, il faudrait faire tailler les arbres. Tout à fait. C'est prévu au planning de faire tailler, bien sûr, les végétaux qui ont poussé à ce niveau-là. Question 11. Société Revers. Comment se fait-il qu'ils peignent dehors sans protéger le sol et avec des habitations autour? Cependant, leurs véhicules sont recouverts de plastique afin qu'ils ne reçoivent pas la peinture qui voit. En revanche, on ne se soucie pas des piétons qui passent, ainsi que des véhicules et des deux roues qui passent vers les lycées. Je souhaiterais voir l'arrêté d'exploitation si c'est normal. Sinon, je vais le chercher sur Internet. Allez voir le propriétaire. Je pense qu'ils sont dans les clous. Il y a eu des travaux qui ont été faits quand ils se sont installés. Il y a certaines normes. Maintenant, allez voir les propriétaires, mais... Madame, l'environnement, c'est pas possible, d'accord. Mais je vois pas l'intervention de Madame Bécard à ce niveau-là. Avec quelqu'un de l'environnement, on va dire, bon, cette société, elle dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, elle peint sur le parking? Il y a de la peinture de partout au sol, encore ça c'est chez eux. Mais il y a des gens qui passent, la maison qui est en face, il y a des particules qui volent, on ne sait pas de quoi est composée cette peinture. Je n'ai pas été sollicité par les riverains sur des nuisances. J'ai vu comme vous qui l'autre jour ils avaient étalé des poutres, ils les passaient, ils les peignaient. Bon. C'est pas grave, je leur enverrai l'environnement, n'en faites pas de soucis, je m'occupe. Question 12. Nous tenons à remercier M. Lanneau, vice-président du département, pour nous avoir reçus. Donc, et on lui a remis toute la pétition, bien sûr, pour donner suite à nos demandes, et nous avons apporté les réponses de la réunion en mairie concernant donc la route des Mians. Alors, la première question, c'est voie cyclable des routes des Mians. Quelle que soit la question, ça c'était la question que vous l'avez posée dans le cadre de la subvention. Donc, quel que soit le tracé que vous auriez proposé à M. Lanneau, donc vous auriez eu une subvention. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, 2, les prospections du syndicat d'initiative donc, ont été faites car on nous a dit que le tracé passera par la route d'Imam. C'est un peu ce que vous confirmez tout à l'heure. Ensuite, à la 3,
Donc, sécuriser la sortie de la route de Maya sur la R17. On a une sortie quand même qui est très dangereuse, avec monsieur, votre ancien premier conseiller municipal, votre adjoint, je veux dire, monsieur Jacquin, vous avez essayé de voir comment ça pouvait s'arranger à une époque. Donc, j'ai demandé à monsieur Lagneau, je vais vous donner des photos, j'ai expliqué à monsieur Lagneau la problématique de cette sortie, et là, on a déjà des gens qui sont venus, et demain, ou vendredi, on a des pommes qui vont être installées. Et je tiens à remercier M. Lagneau de l'engagement qu'il a pris, dans lequel il a dit que ça sera fait, parce qu'il considère que c'est très dangereux. Okay. Et là, il a une plus de réactivité que le mairie du Canada. D'accord, très bien. Je vous remercie, M. Benat, et je vous remercie d'avoir aussi ce réflexe d'aller chercher des subventions. C'est bien. Alors, sachez qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller chercher des subventions pour le cyclable parce que notre schéma directeur n'est pas fini. Et comme je vous avais dit précédemment, tant qu'il n'y a pas cet outil-là, on ne peut pas aller chercher des subventions. Deuxièmement, M. Benat, concernant la route des Mions, ou que ce soit la route départementale, un collaborateur du département a participé à une dernière réunion où on a proposé en chemin 1 la route d'Orange par la départementale pour l'aménager en cyclable. Donc, et il était là et il est en train de travailler sur des études. Alors maintenant je comprends, M. Lagneau a beaucoup de choses à faire, il ne connaît pas tous ces dossiers, donc il n'a pas pris l'engagement de donner les subventions ou pas, parce que d'une manière ou d'une autre, avec le schéma directeur, le département participe. Et en ce qui concerne le schéma et le tracé qui a été fait cyclable à l'époque, c'est un service du département qui l'a fait, qui l'a subventionné avec l'Office du tourisme d'Orange. Et ça date d'au moins au moins presque 10 ans, ce schéma. Pour le tracé, pour ce tracé, sachez que vous êtes nullement en cause pour la bonne raison que ça a été déjà publié sur le prospectus du syndicat d'initiative en 2018. Puisque lors de notre réunion... Je ne me sens pas attaqué. Vous me dites à cause, mais je ne me sens pas attaqué, monsieur. C'est une constatation que vous faites. Je réponds à votre constatation. Mais sachez que quand vous parlez, je ne me sens pas du tout attaqué. Non, non, vous avez bien raison. Hein? Ensuite, la 14, oui, voilà, la 13. Traitement de la digue par des produits chimiques. Nous vous demandons de mettre en place, de mettre des panneaux pour signaler le traitement lorsqu'il va être fait. Alors, je me suis trouvé plusieurs fois où la personne est en train de jeter du produit masqué comme le Goldorak, on va dire, hein, avec la tenue chimique, le nez, tout, et puis personne n'est prévenu, et vous avez les gosses qui prennent le cadre devant utile, et vous les voyez grimper la digue. Donc là, il faut quand même prévenir les gens lorsque vous traitez quelque chose. Alors, juste une chose, M. Benat, vous avez peut-être oublié un épisode de la gestion de la digue. Bon, la gestion de la digue, c'est GEMAPI qui gère ceci, donc c'est une compétence CCP. J'ai souhaité, moi, dès mon arrivée, afin que l'herbe ne se développe pas dans les joints empierrés, d'avoir une dérogation spéciale pour pouvoir utiliser des produits phytosanitaires, hein, comme on peut trouver dans certains lieux, des stades, des golfs et autres, et je n'ai pas eu l'autorisation. Donc aujourd'hui, la société Rieux, qui est un prestataire de la CCPOP, utilise des produits adaptés par rapport à la législation. Maintenant, il est vrai que eux, ils sont habillés et ils projettent un produit, mais ce n'est pas des produits chimiques qu'ils utilisent parce qu'on n'a pas le droit. Hein? J'ai utilisé les différents réseaux que je pouvais avoir à ce moment-là. Madame la députée, le sénateur Jean-Baptiste Blanc, question au Sénat par le sénateur auprès du ministre de l'Environnement, courrier à la préfète. J'ai reçu dernièrement le préfet, et bien je lui ai reparlé de ce dossier et on lui a renvoyé le dossier. Mon seul objectif aujourd'hui, c'est que l'herbe ne se propage pas dans les joints et l'objectif principal, c'est qu'on nous refasse les joints. Ça, c'est sûr. Maintenant, on est sur un monument historique. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne va pas mettre n'importe quel matériau. Mais notre seul objectif, c'est de préserver notre digue et surtout refaire ces joints
qui sont nécessaires. Comme vous pouvez le voir, l'herbe est de plus en plus épaisse, large, haute, et malgré le fait qu'on la traite, parce que depuis le début de l'année, c'est le deuxième traitement que nous faisons et on est début juin. Oui, Madame Rossin. Juste pour intervenir, je rejoins M. Benat juste sur une chose, c'est que quand ils interviennent sur la digue, que ce soit pour couper l'herbe ou le produit, je n'ai pas vu, mais ils ne mettent pas de balisage. Bon, j'ai failli en écraser un autre jour avec ma voiture, pendant qu'ils étaient en train de couper. En fait, c'est plutôt à la société qui intervient de peut-être mettre en place un peu plus de balisage autour de ce chantier pour prévenir les administrés. C'est plutôt une question de sécurité. Je vous rejoins là-dessus parce que je leur ai fait la même remarque la dernière fois. Au détour du virage de la digue, j'ai failli en écraser un il n'y a pas 2 jours. Donc, mais vous faites bien de soulever ce problème parce que il est réel. Il est réel en termes de signalétique. On leur a même fait arrêter leur chantier la dernière fois tant qu'ils ne mettaient pas une signalétique adaptée. Hein, surtout dans le virage de la Blanquette, c'est le point le plus dangereux. Mais la question de M. Benat, c'était par rapport aux produits chimiques. En sécurité routière, vous avez tout à fait raison. Dans tous les cas, en fait, même s'ils utilisent des produits chimiques, ils doivent baliser leur chantier pour que personne ne rentre sur leur chantier. Oui. Et à ce moment-là, la problématique chimique ne sera plus un problème vis-à-vis des habitants. Et les riverains sont informés. Et il faut le faire. Donc moi, ce que je souhaiterais... J'ai répondu à votre question, M. Benat. Vous passez à la question suivante. La fiche du produit, ça serait bien. On va passer à la question 14, c'est l'avant-dernière. Alors là, ligne discontinue sur les travaux de la route d'Orange. Comment se fait-il qu'elle ne se trouve pas dans l'axe de la chaussée? Quand on est dans l'endroit décalé, on doit décaler. Alors, M. Benat, ça, vous avez écrit cette question en même temps que vous avez écrit la question de l'insécurité. Parce qu'en partant tout à l'heure, si vous faites passer par là, et vous allez voir que maintenant elle est dans l'axe, parce que le fait, pourquoi elle n'était pas dans l'axe? Parce qu'il y avait cette bande de 50 cm sécuritaire, continue celle-ci. Et vous allez voir qu'entre la bande continue et le bord de l'autre côté, ouest, maintenant, on est sur la même dimension. Ensuite, la tonte des herbes. Les gens se plaignent que la digue et certains endroits ne sont pas assez souvent entretenus. Qui déclenche les tontes? Alors, c'est vrai que cette année est une année très importante. Hein, on voit, hein, on a entretenu la digue 2 fois, ce que je disais. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'herbe pousse. Le service technique et les services du département et les services de la POP, en ce moment, courent après le fauchage. Hein. On le voit sur toutes les communes. Hein, ce n'est pas une particularité caderoussienne. Aujourd'hui, le fait de dire et de déclencher le traitement, moi, ça m'est arrivé de le signaler, mais il y a des agents de la POP qui sont là quotidiennement sur la commune qui déclenchent ceci, en sachant qu'ils ont un marché avec une société qui intervient selon leur planning et leurs possibilités. Mais à la vitesse que pousse l'herbe, c'est vrai qu'en une semaine... elle prend une certaine hauteur, parce que là, ils sont vite intervenus. Ils sont intervenus la semaine dernière. À l'extérieur de la digue aussi. Oui, ils sont venus aussi. Ils font tout en même temps maintenant. Sur 2 jours, 2-3 jours, ils font le traitement extérieur et intérieur. À l'intérieur, il y a un arrêté municipal. Il y a un arrêté municipal de plus. En plus de l'arrêté municipal, on a demandé à la société, parce que ça a posé problème, de mettre les jours où ils comptent intervenir, et ce coup-ci, ils avaient prévu le 13 et le 14, et ils sont venus le 13 et le 14. Ils sont venus les années avant. Ils sont venus nettoyer les parkings, les bas de parking. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire des cailloux sur la voiture. C'est fini? Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a plus rien. Mais je sais pas. Pour vous, il n'y a plus rien, mais je peux continuer à parler, non? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. N'oubliez pas qu'on vote. Eh oui, c'est pas une blague. Hein. On vote le 30 et juin et le 7 juillet. Donc, rendez-vous pour les prochaines élections. Merci à vous et à très bientôt. Merci.